3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chevelier nous accompagne ce soir. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Vous êtes gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Sébastien Paris-Sorvide, c'est avec nous également. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Vous êtes stratégiste de la Banque Postale Asset Management et Pierre-Olivier Béfi avec nous également en plateau. Bonsoir Pierre-Olivier. Merci d'être là. Vous êtes gérant et chef économiste chez Boussard et Gavaudan. On va parler des banques centrales. C'est la séquence du moment qui est en train de se terminer. Les grandes réunions sont désormais derrière nous. La Fed, la Banque d'Angleterre ont été les dernières grandes banques centrales à s'exprimer ces 2 derniers jours. Mais je voulais quand même qu'on regarde un peu les indices actions, Sophie, avec vous pour commencer peut-être, puisque même le CAC 40 est en train de se joindre à la course au record. On l'a célébré depuis 48 heures maintenant, mais c'est vrai que je le disais en introduction, le S&P 500 a battu peut-être 60 fois ses records cette année. Le Stock 600, l'indice large des grandes valeurs européennes, était déjà sur des niveaux de record absolus. Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes pour expliquer effectivement pourquoi on en est là sur les marchés actions, et est-ce que cette hausse est remplie d'éléments un peu solides d'une certaine manière ? Alors c'est sûr que l'accélération haussière, entre guillemets, fait un peu peur, surtout au regard des niveaux atteints cette année. Bon, il faut remettre ça avec des éléments de contexte. On est en plein boom économique, après effectivement une crise. On a un rebond très très fort de l'activité. Je pense qu'on attend à peu près 6% de croissance cette année aux États-Unis, 4% l'année prochaine. Des niveaux assez proches en Europe, ce qui pour l'Europe sont des niveaux extrêmement forts. Une politique monétaire qui reste accommodante, même si on observe un début de normalisation. Des taux extrêmement bas. Et un soutien budgétaire encore présent. Donc on a une concomitance effectivement d'événements qui soutiennent l'activité effective des entreprises. Et c'est vrai que je pense qu'il faut relativiser les niveaux de marché. Donc on peut avoir un peu peur, c'est vrai que ça donne le tournis, mais il faut relativiser les niveaux de marché de la croissance des résultats. On a une accélération des résultats des entreprises à des niveaux extrêmement élevés et avec des niveaux de marge qui sont historiquement très élevés. Alors c'est vrai que ça soulève des questions pour la suite, pour l'année à venir, mais à très court terme, on arrive effectivement à le justifier. Et les valorisations traduisent aussi cet élément, c'est-à-dire qu'on a eu un pic de valorisation aux alentours du mois d'avril-mai à 22 fois en valorisation médiane sur le S&P, on est retombé à 19. Même chose, on pourrait même considérer que le Japon est finalement assez peu cher, qui se paye aujourd'hui 15 fois. Donc le marché a progressé, alors certes dans un environnement où il y a finalement assez peu d'alternatives, mais sur un fond de très forte croissance des résultats. Et puis, dernier élément... Ça reflète une réalité économique. Les marchés sont déconnectés de la réalité économique. Non, ça reflète une réalité économique ça reflète, une histoire économique réelle. Qui n'est pas exempte de questions dont on va débattre entre nous, mais ça reflète une réalité économique réelle. Et puis, ça reflète aussi des flux historiquement incroyablement élevé sur les actions internationales. Alors, on en parlait entre nous en antenne. Vous m'avez montré un graphique, on ne pourra pas l'afficher. Mais... Voilà, mais les flux sur les actions internationales représentent pratiquement 1000 milliards de dollars cette année, depuis le début de l'année. C'est 3 fois plus élevé que le niveau plus élevé qu'on avait observé historiquement sur les 20 dernières années. Ça, ce sont les flux à travers les fonds actions dans le monde, c'est ça. Voilà, sur les actions internationales. Donc, et ça ne représente pas l'ensemble des flux, c'est vraiment les souscriptions dans les mutual funds, donc dans les fonds mutuels. Donc, effectivement, on a une réalité économique, puis beaucoup de liquidités qui se sont effectivement déversées sur la classe actifs actions, alors qu'effectivement, l'alternative obligataire est assez peu attractive. Et on est encore en train de manger ce pain blanc d'une certaine manière. C'est intéressant parce que le mois d'octobre fait toujours un peu peur parce que statistiquement, historiquement, c'est pas forcément un mois négatif, mais c'est le mois le plus faible de l'année. En tout cas, l'histoire statistique nous montre que le mois d'octobre est le mois le plus faible de l'année. Ça a été peut-être un des meilleurs mois de cette année 2021 au final. C'était un mois très fort, oui. Incroyable. Plus 7% sur les États-Unis, je pense. Oui. Et quand si on regarde un peu la saisonnalité, on se dit quoi ? On se dit, est-ce qu'on a déjà anticipé le rallye de Noël ou le rallye de fin d'année? Est-ce qu'on est déjà allé un peu vite en besogne d'une certaine manière? Ou est-ce que non, au contraire, ça ne fera qu'accroître la pression sur ceux qui sont un peu trop en retard, un peu trop en dehors du marché? En fait, ça accroît la pression. Il y a des enquêtes qui sortent régulièrement sur l'appétit pour le risque des investisseurs. Et l'appétit pour le risque des investisseurs avait beaucoup baissé depuis l'été. Les investisseurs les investisseurs professionnels restent généralement positifs, avec une exposition qui est au-dessus de leurs enveloppes de risque, mais qui s'étaient beaucoup repliées. Et je pense qu'il y a
effectivement beaucoup de gens qui regrettent d'être sortis ils n'ont pas pu revenir encore. Et ça exerce effectivement une pression. Ah ouais. Mais au-delà de ça, il y a quand même il y a des signaux préoccupants. Enfin, c'est vrai que quand on regarde certains pans des marchés, on peut effectivement voir clairement émerger des bulles. Dans la technologie américaine, quand on prend les mid-cap dans la technologie américaine, c'est assez rigolo de voir qu'on parlait d'EV, donc de valeur d'entreprise sur les ventes, et puis comme on est arrivé à des niveaux qui sont tellement stratosphériques, maintenant on parle d'EV sur les ventes divisé par la croissance. C'est qu'on a rajouté en fait un diviseur au ratio pour le rendre digeste. Parce qu'en fait, on n'arrive plus du tout à justifier ces niveaux de valorisation. Donc c'est rigolo. Ouais. Voilà, mais on sait qu'on est rentré quand même dans une phase où sur certains pans de marché, et le marché est assez binaire, il y a effectivement des signaux un petit peu de prudence. Bon. On va pouvoir peut-être élaborer sur les risques, la prudence nécessaire aujourd'hui, mais quand même sur le niveau des indices actions, on ne retourne pas une psychologie de marché, on ne retourne pas un bull market comme ça, Sébastien. C'est compliqué à ceci près qu'on vient justement, comme c'était dit, du mois de septembre, qui était un mois de transition où tout le monde, tout à coup, se mettait à absorber une première nouvelle. Ça y est, on va sortir de la dynamique dans laquelle on était, où et les budgets et les politiques monétaires allaient dans un seul sens. Et là, on décide, c'est annoncé en septembre, que ça va changer. Et objectivement, ça va changer. Et le marché, il perd 5% peut-être en septembre. Ouais. Et en fait, si on veut le dire vite, c'est même pas mal. Donc finalement, ce que nous annonce Powell, c'est que on va y aller, mais tout doucement. Et ce qu'annoncent d'autres banquiers centraux, comme aujourd'hui la Banque d'Angleterre, ça va pas aller vite. Si on écoute la BCE, ça va vraiment pas aller vite. Et puis il y a toujours un peu de relance, ou l'idée de relance américaine qu'on attend, qui va être peut-être plus faible, mais c'est toujours de l'argent supplémentaire qui va venir alimenter la croissance. Et effectivement, les entreprises surprennent parce que tout le monde s'attendait que le troisième trimestre soit un trimestre compliqué, parce que c'était celui où, quand on comparait à l'année dernière, on commençait à voir des choses qui devaient être à peu près comparables. En fait, pas du tout. Ça reste extrêmement bon. Il y a eu des rebonds dans l'ensemble d'économies, y compris la chinoise, malgré tout ce qui se passe. Et on voit le luxe qui se promène allègrement, avec la Chine qui va plutôt mal. Donc, Hermès, et donc on a, c'est vrai, des bourses qui progressent, mais je crois qu'on reste toujours dans le même paradigme. Que faire de cette liquidité ? Que faire des liquidités quand les banques centrales maintiennent des taux extrêmement faibles, quand les taux longs sont à des niveaux historiquement faibles ? C'est-à-dire qu'on peut toujours s'alarmer que le taux 10 ans il a dépassé 1,60. Et c'est des niveaux qu'on n'a jamais vus de façon permanente aux États-Unis. Alors non, si les gens aiment bien faire des traits, on se dit on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus bas. Mais c'est un vrai sujet. Et donc ça permet de créer des bulles. À ce stade, le fameux rallye de fin d'année a peut-être un peu de plomb dans l'aile, parce que là, on a beaucoup consommé de matières. Bonne nouvelle. De fait, tu parlais des marges. Les marges sont au plus haut, et le marché les attend encore plus haut l'année prochaine. Ça doit progresser de 8, 9, 10% encore en 2022. Voilà, c'est-à-dire qu'on va avoir des profits en décélération, mais les marges, elles continuent à augmenter. Alors, et tout ça, ce contexte un peu, pas inflationniste, mais en tous les cas, on vient d'entendre, les coûts du travail qui augmentent, les intrants qui restent relativement chers. Pour l'instant, tout le monde arrive à vivre avec ça. On va voir comment ça se passe. Mais la difficulté pour tout le monde, c'est comment suivre chaque centime qui arrive, se verse sur ce marché. Et ces centimes, ils vont là où, pour l'instant, ça a rapporté la bourse. Bon. Alors, je note la volatilité des marchés obligataires. Il y a un indice qui s'appelle le MOVE, est en train de monter assez fortement quand même sur ces dernières semaines, ces derniers mois. Et plus le MOVE monte sur les marchés obligataires, plus le VIX, donc l'indice de volatilité des marchés actions aux États-Unis, plus le VIX baisse. Je crois qu'on est passé sous les 15 pour le VIX aujourd'hui, qui est au plus bas depuis des mois. Est-ce qu'il y a quand même l'idée d'une complaisance qui se développe chez les investisseurs aujourd'hui, Pierre-Olivier ? Non, je crois pas. Je crois qu'en effet, comme ça a été dit, le marché action, en tout cas, a plutôt bien digéré, je dirais, l'incertitude autour de la politique monétaire, de l'inflation. C'est même pas qu'il a bien digéré, c'est que ça ne l'a absolument pas ébranlé.
Oui, mais après, Comme s'il était totalement imperméable à ce qui se passait du côté des politiques monétaires. C'est vrai, mais encore une fois, bon, dans un monde de liquidités abondantes, comme ça a été dit, pour l'instant, il n'y a pas de catalyseur très négatif, en fait. Finalement, la seule chose qui inquiète les gens, c'est de dire, oh là, ça a beaucoup monté. Oui, là, faut peut-être que le je fasse vertige des attention. sommets, Voilà. c'est ça. Mais sinon, d'un point de vue fondamental, on n'est pas encore au point on n'a pas les catalyseurs pour engendrer une dynamique baissière sur les marchés. Moi, à mon avis, enfin, on en a déjà parlé la dernière fois, mais ça arrivera plutôt au printemps. Après, on peut en parler pourquoi. Moi, je pense qu'il y a une dynamique qui va être très, très positive là, à court terme. Autant, les dernières fois, j'étais quand même en train de dire, voilà, faire attention, l'inflation, ça va être beaucoup moins transitoire que ce qu'on dit, etc. Moi, je trouve que, justement, on a pas mal de bons signaux un peu avancés qui montrent que ces peurs sur l'inflation, aussi sur les problèmes de logistique vont un peu s'apaiser. C'est quoi ces indicateurs C'est quoi ces indicateurs par exemple, vous avez le Baltic Dry Index, qui est un indicateur du prix du fret qui a baissé de 40%. Voilà. On a aussi la Chine qui confine, mais de manière beaucoup plus, entre guillemets, favorable aux entreprises. Donc, par exemple, il n'y a aucune usine qui s'arrête aujourd'hui avec les confinements. Les derniers confinements, il y a simplement 6 mois, étaient beaucoup plus brutaux. On fermait toutes les usines, etc. Et puis, il y a aussi... Vous savez, c'est un point clé. En Chine, ils ont trouvé le moyen de mener une stratégie zéro Covid. C'est le dernier grand pays dans le monde qui est sur cette stratégie, sans entraver, en tout cas au moins autant que précédemment, l'activité économique, qui est déjà très faible, qui est déjà quand même bien ralentie. Oui. Bon, en tout cas, disons de manière prospective, ça a l'air même d'aller un peu mieux. Voilà. Alors après, on est sur la Chine, les gens sont terrorisés sur le marché immobilier, etc. Mais bon, oui, il y a des problèmes structurels, ça n'empêche pas. Mais je pense d'un point de vue, comme les gens sont déjà très pessimistes sur la Chine, d'un point de vue de perception, je pense qu'il y a des facteurs plutôt positifs. Et le troisième facteur qui me semble important, c'est... Alors, on va voir si ça se confirme, parce que c'est toujours très volatile, mais on sent qu'il y a quand même un espèce de frein sur les matières premières. Le pétrole a un peu plus de mal à monter, d'ailleurs, il est plutôt en train de baisser. La plupart des matières premières sont plutôt en train de baisser. Donc du coup, on a l'impression que peut-être tactiquement, il y a quelque chose qui va être un peu plus reflationniste avec les banques centrales, en tout cas la Fed qui a mis de la visibilité, la Banque d'Angleterre qui a voulu y aller, mais finalement elle n'y est pas allée parce qu'ils se sont dit que ça allait faire une bêtise, ils n'ont pas osé y aller tout seuls. Donc moi je pense qu'il y a quand même pas mal de visibilité, donc je pense que ça restera assez bon. Après c'est vrai que, bon, autant la dernière fois, j'étais très positif, là c'est vrai que là on a quand même beaucoup monté en octobre, donc comme ça. Vous nous avez dit, vous allez voir, mi-octobre ça va repartir très fort. Ouais, non mais là, là c'est vrai que ça a bien monté. Donc je pense tactiquement, je suis pas sûr qu'il faille y aller sévèrement aujourd'hui, mais je dirais qu'à la moindre baisse, je pense que tout sera cher. C'est toujours buy the dip, c'est toujours ce schéma-là qui fonctionne. Voilà, exactement. Et après, il y a peut-être un dernier point sur quand on regarde les marchés obligataires, les marchés actions, c'est que il y a eu un énorme consensus sur le steepening de la courbe des taux, c'est-à-dire des taux longs qui montent, en tout cas relativement aux taux courts qui baissaient. Et il y a beaucoup de fonds qui se sont fait prendre les doigts dans ce trade qui a coûté très très cher. Ils sont encore loqués avec ces positions. Donc paradoxalement, peut-être que sur les marchés de taux, c'est justement le fait la pression à la hausse sur les taux longs sera peut-être difficile à obtenir dans un contexte où il y a, pour des questions de positionnement, il y a beaucoup de fonds qui doivent se débarrasser de leur position. Il y a trop de fonds qui étaient positionnés pour une hausse, notamment des parties longues des courbes de taux, et qui se sont fait prendre à revers d'une certaine manière, et qui sont obligés, en débloquant leur position, de mettre encore une pression supplémentaire à la baisse sur les taux. Exactement. C'est ça. Et donc, du coup, la grande question, à mon avis, au niveau sectoriel, c'est de savoir si, justement, les premiers indicateurs un peu de reflation qu'on commence à voir, même s'ils sont tactiques et temporaires, est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir se traduire dans le marché action ou pas, compte tenu de ce qui va se passer sur la partie obligataire. Il faut expliquer, Pierre-Alexis, parce que vous parlez des prix de matières premières ou des prix liés au commerce mondial qui sont en train de rebaisser, et vous dites... ça nous offre peut-être une prospective plus encourageante sur l'idée de reflation. Oui, mais il faut l'expliquer, parce que là, vous me parlez de prix qui baissent, et en même temps, donc, on va pouvoir continuer de reflater tranquillement l'économie. Powell a raison de tenir sa position, d'une certaine manière. Moi, je pense que la Banque centrale américaine aurait dû déjà... mon avis, c'est que cette année, on aurait déjà dû avoir du tapering déjà depuis très longtemps. Voilà. Après, sur les taux, je pense que c'est une autre histoire. Monter les taux, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Si vous voulez, si on schématise, 2020, ça a été l'année du quoi qu'il en coûte un peu partout. On a dépensé beaucoup d'argent qu'on a monétisé et on l'a très mal dépensé. Je veux dire, on l'a pas fait pour des choses productives, etc. Cette année, je pense qu'on a étendu justement les stimulus, parce qu'on s'est dit, oulala, ça fait 20 ans de toute façon que les banques centrales et maintenant les gouvernements, puisqu'ils ont un alibi, ont pu dire non mais attendez, il faut surtout pas qu'on resserre trop vite, parce que voilà.
Et je pense qu'on commence à voir, et ce qui est un peu plus compliqué maintenant, c'est qu'on commence à avoir de l'inflation, notamment des matières premières. Voilà. Je pense que ce conundrum va être très compliqué à tenir l'année prochaine. Mais aujourd'hui, pour l'instant, on est toujours dans des conditions financières très accommodantes, etc. Donc, on n'est pas encore dans le corps du problème, en quelque sorte. Voilà. Et la reflation, une dose du prix du pétrole, c'est pas vraiment reflationniste. Oui, ça fait monter les prix à la consommation, mais c'est une taxe plutôt négatif sur le croissance, en fait. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, la reflation, c'est les salaires qui montent, la demande qui reste assez forte, et puis des prix qui montent, mais en relativement une croissance qui est soutenue par les politiques budgétaires et monétaires. Voilà. Sophie, alors voilà, au terme de cette séquence Banque Centrale, ça revient toutes les 6 semaines, donc il y en aura d'autres. Est-ce que vous êtes rassurés, effectivement? Alors, à la fois, on voit des banques centrales qui accélèrent quand même les calendriers de normalisation, en raccourcissant d'ailleurs les délais de préavis. La Banque du Canada, voilà, du jour au lendemain, peut dire, bon, moi, je révise mes chiffres et donc j'arrête le QI. En Australie, c'est pas facile non plus, etc. Et puis en même temps, Jérôme Powell qui... continue de montrer un peu de patience, qui essaye de calmer les ardeurs du marché. La Banque d'Angleterre, alors qui un coup nous dit qu'elle va monter les taux, puis finalement, devant l'obstacle, s'arrête là. Est-ce que cette séquence rassure quand même sur le contrôle que les banques centrales ont de la situation aujourd'hui? Alors, je pense qu'elles sont un petit peu comme nous, elles sont un peu learning by doing, parce que effectivement, la séquence, elle est très, très particulière. Le Covid, ce n'était pas une crise comme les autres. Le rebond de la demande de biens en l'absence de la capacité d'acheter des services, c'était quelque chose de très, très particulier et qu'elles attendent de voir. Enfin, ce que dit Powell, finalement, c'est que oui, bon, je commence à normaliser parce que mon taux de chômage, il a rejoint d'ores et déjà un niveau extrêmement faible et que donc des tensions apparaissent. Mais... mon idée de fond, c'est quand même que beaucoup des tensions inflationnistes, et notamment en matière première, sont transitoires. Puisque, en fait, ça vient effectivement de ce décalage entre l'offre et la demande, absence d'offre pendant une période, c'est-à-dire vraiment l'arrêt de la production, absence pendant une période, rebond de la demande absolument incroyable pour les biens, et donc tension sur les matières premières. Mais bon, l'offre s'ajuste, et au fur et à mesure, tout ça se normalise. En tout cas, c'est le schéma. C'est peut-être pas exactement ce qui va se passer, mais c'est le schéma. Il y a moins besoin de liquidité à 120 milliards de dollars par mois dans le système. Exactement, parce que le taux de chômage a beaucoup baissé, etc. Donc on est dans cette phase, mais effectivement, c'est rassurant. Cette phase-là, finalement, cette phase qui s'engage est positive. Parce qu'elle traduit quand même le fait que l'économie va beaucoup mieux, que certains, certes, il y a une normalisation, et c'est sain, ça doit arriver. À un moment, la politique monétaire doit se normaliser. Et pour autant, on n'est pas, si vous voulez, on n'est pas dans une logique de resserrement des conditions financières. C'est pas du tightening. On n'est pas du tout dans une logique de tightening. Et la Fed peut se permettre d'avoir la patience de s'assurer que, effectivement, c'est-à-dire que vous parliez de la Banque d'Angleterre tout à l'heure et du refus de l'obstacle. Ils ont encore en mémoire Trichet en 2011. Je pense qu'on ne veut pas, quand on est un banquier central, on ne veut pas être celui qui monte les taux au mauvais moment et qui tue la reprise économique dans l'œuf. Enfin, effectivement, l'Angleterre avait un léger ralentissement de ses indicateurs d'activité en plus. Et donc ça, effectivement, c'est rassurant. C'est-à-dire que la Fed est prête à prendre le temps qu'il faut pour s'assurer qu'elle ne va pas commettre une erreur de politique monétaire. Et prendre le temps, ça veut dire aussi prendre le risque que peut-être demain le régime d'inflation change structurellement et que là, il faudra peut-être aller beaucoup plus vite que ce qu'on anticipe aujourd'hui, enfin, du point de vue de la Fed, en l'occurrence. On sort d'une décennie de stagnation séculaire. Je pense quand même un minimum d'inflation, on l'appelait de nos voeux. Alors certes, on n'a pas envie de tomber dans un régime d'hyperinflation, mais enfin, on en est quand même pour le moment très, 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 très loin. Donc ça nous offre un petit peu de patience. Est-ce qu'il a raison, Jérôme Powell? Et il l'a dit encore très clairement dans son discours hier, dans sa communication. Pardon? On le saura en même temps que lui. Oui, non, mais il est très humble. Oui. D'une certaine manière. Il dit la lecture de l'inflation, là on se compare par rapport à il y a un an, les vaccins n'étaient même pas encore disponibles et même pas encore annoncés, donc les effets de base, attention. Et puis peut-être que dans 6 mois, on y verra un peu plus clair et peut-être qu'on sera content dans 6 mois de ne pas s'être engagé sur des hausses de taux dès l'été 2022. Est-ce qu'il a raison de donner encore priorité, par exemple, au marché du travail? Il l'a redit encore hier, ma priorité aujourd'hui, mon facteur numéro 1, c'est le marché du travail, retourner au plein emploi, et l'inflation, quand bien même elle est élevée plus longtemps que prévu, reste pour l'instant un facteur secondaire.
Je ne sais pas si disons, le fait d'être humble ou l'humilité a rien à voir là-dedans. Je pense qu'il y a un modèle à la Fed et le modèle Powell est celui qui règne depuis très très longtemps, qui est en fait, on peut aller très loin avec la politique monétaire sans générer, jusqu'à maintenant en tous les cas, des pressions inflationnistes. Alors, on vient de 10 ans où effectivement l'Europe était en déflation. En tout cas, le risque déflationniste est très important. Là, cette crise très particulière a créé des nouvelles dynamiques. Et moi, j'aime bien ce que dit Pierre-Olivier sur le catalyse. Qu'est-ce qui peut faire que tout à coup, ça change ? Alors, on pensait que l'inflation allait vraiment faire peur. Et en fait, non. Et pourtant, on est à plus de 4% d'inflation, et dans certains pays davantage. Et les dynamiques derrière ça, on ne les comprend pas toutes. C'est-à-dire que si on attribue l'inflation qu'aux matières premières, on se trompe. Moi, je pense qu'on se trompe. Et évidemment, ça a joué un rôle important dans la réflation des économies. Le prix du pétrole, au total, est venu un peu plus haut que là où il était avant la crise. Oui. Mais on voit bien que si on se place même dans l'histoire de la transformation, de la transition énergétique, on a un problème avec le prix de l'énergie. Il devrait être beaucoup plus élevé. Et ça, c'est structurel. C'est pas lié à ce qui se passe. Mais en tous les cas, à court terme, si la demande se réveille, on aura une pression qui va être maintenue sur le prix du pétrole. Sur le reste, on a un problème sur le cuivre. Et c'est pas simplement que l'activité s'est arrêtée, c'est qu'on ne produit pas assez de cuivre, on n'a pas assez investi, et c'est vrai pour presque toutes les matières premières. On a eu un précédent cycle de matières premières colossal. Aujourd'hui, c'est pas... Donc, quel est le catalyse qui ferait peur ? C'est pas l'inflation, c'est évidemment pas, et ça c'est très bien, c'est pas les banquiers centraux, et c'est pas Powell. Powell, il ne veut pas faire peur au marché. Il est là pour soutenir le marché. C'est ce qu'il croit. Il croit que, il l'a dit plein de fois, les autres, avant moi, ils sont toujours trompés. Ils sont toujours allés trop vite. Ouais. Et ça, c'est un catalyse plutôt positif, comme disait Pierre-Olivier. Et donc, c'est vrai que nous-mêmes, on était plutôt réservés, vu ce qui se passait vu les valorisations, vu les dynamiques qui s'opéraient. Et ce changement, cette transition, en fait, elle ne fait pas peur au marché. Le marché voit bien, je pense, ne voit pas très loin. Ils ont adopté la logique du banquier central. Moi, je regarde les statistiques quand elles sortent, mais moi, je ne me projette pas vers l'avenir. Je suis data dependent. Et c'est assez bizarre. Et le problème, c'est qu'on se fie à des modèles. Quand on a fait de la modélisation, on sait que, surtout dans des chocs comme celui-ci, et où on voit des transformations, penser que le modèle qu'a la Fed ou la BCE, qui dit que l'inflation revient à 1,4, je pense que c'est fou de le penser, vu d'où on vient. C'est possible, c'est possible qu'on revienne, la globalisation, la technologie, plein de choses. Mais en même temps, certains diront, la transition énergétique qui va payer l'énergie. C'est des projections qui sont bien moins fiables qu'elles ne pouvaient l'être dans le passé. Mais le marché ne se transporte pas là-bas. C'est plutôt, les marges vont continuer à croître. Et finalement, on nous bouge le sol, mais vraiment très peu. Et on peut continuer à progresser. Et c'est peut-être ça la leçon. Ce qu'on a... Octobre, c'est ça. La leçon, c'est finalement... On est là, on continue, the party is on, ou goes on, et donc, pourquoi on va s'arrêter ? On continue à nous donner beaucoup de liquidités. Là, le bilan de la Fed... On ne parle pas de resserrement monétaire aujourd'hui, on ne parle pas de tightening. Le bilan de la Fed va continuer à grossir énormément, de près de 4 ou 5 points de PIB jusqu'à l'été prochain. Donc, la liquidité, elle va être là. Les trésors, ils vont avoir un trésor de guerre apporté par la reprise, donc les déficits vont être plus faibles, on va émettre moins, on aura des énormes déficits de toute façon, mais on va émettre moins de papier. Donc c'est vrai, les taux peut-être peuvent rester là, tant que les banquiers centraux... Il y a cette fixette sur le taux terminal. C'est un truc génial. Le taux terminal, la Fed sait exactement qu'est-ce qu'on fait. Et donc, il y a plein de stratégies. C'est le taux terminal, c'est 2, 2,5. On ne peut pas aller très haut, c'est pas possible. Et c'est dingue. Moi, depuis que c'est la première fois que je vois les gens se focaliser comme si la Fed ou quiconque sur le marché savait quel était le taux terminal. Mais je suis d'accord. Et puis, c'est peut-être la bonne façon de regarder les choses. C'est quoi le catalyste négatif aujourd'hui ? C'est la valo.
c'est sûrement Lavalo, c'est le seul truc. Mais comme personne ne la regarde depuis très longtemps... Bah si, on a parlé du PE moyen du marché, mais oui, moins cher. Mais Grégoire, aujourd'hui, si on prend le Schiller ou même les PE du marché, c'est des trucs dingues. On n'a jamais vu. C'est-à-dire qu'évidemment, si on se met par rapport à avril dernier... c'est pas cher par rapport à 22 ou 25. Donc, mais on reste dans des niveaux élevés, oui. Non, mais c'est pas que c'est élevé, c'est que même les taux à 1,60, tout ça dépend de ça. Ouais. C'est l'ancrage de tout est là. Et pour l'instant, on n'en sort pas. Est-ce qu'on a changé de paradigme ou pas ? Je ne sais pas, mais c'est compliqué. Qu'est-ce qui fait, Pierre-Olivier, que vous avez identifié, c'est déjà la deuxième fois que vous venez nous en parler, un point, alors je dis un point de rupture, en tout cas un point de douleur, un point de pression important pour les marchés, avec potentiellement une rupture peut-être, au printemps 2022 là. C'est quoi le scénario qui vous amène à ce calendrier ? Comme je l'ai dit, moi je pense que la liquidité aurait dû être retirée plus vite. Voilà. Au moins le rythme auquel on injecte. Je pense qu'ils sont allés trop loin là-dessus. Ils se donnent un peu de flexibilité quand même dans le tapering. On verra comment ouais, mais bon, comme l'a rappelé Sébastien, est tranquille jusqu'à mai. Je veux dire, après, peut-être qu'ils vont... Je les vois pas accélérer, franchement, d'ici là. La barre serait très, très élevée pour qu'ils soient obligés de changer, modifier le rythme du tapering en cours de route. Je trouve qu'il y a pas mal de visibilité là-dessus. Autant, ils n'ont aucune visibilité sur l'inflation, et c'est bien qu'ils le reconnaissent maintenant. Hein. Après nous avoir dit pendant des mois que c'était transitoire, maintenant, ils ne disent plus rien, moi, donc... Et comme j'aime à le rappeler... Si, il dit que l'inflation est élevée, mais que les facteurs de l'inflation élevée sont encore essentiellement de nature transitoire. Non, mais encore une fois, moi, quand j'étais chef de la conjoncture à l'INSEE et que je voyais l'inflation, j'avais la meilleure équipe avec les données les plus avancées. Au bout de 3 mois, on ne voyait plus rien. Je veux dire, il faut arrêter. Là. On nous prend pour des génies qui prévoyaient l'inflation à 6 mois ou 1 an. Mais là, la question, c'est pas l'inflation au point près. C'est savoir, est-ce qu'on change de régime d'inflation pour la prochaine décennie ou pas ? Mais c'est justement cette question qu'on a parfois du mal à répondre. Ouais. Moi, je pense que de toute façon, la Banque centrale américaine, il faut voir que depuis 1997, si vous enlevez en jour de trading, le jour d'avant la Fed et le jour de la Fed, incroyable, le marché serait 50% plus bas. Incroyable. Donc, qu'on m'explique que les gens de la Fed, en tout cas tous ceux qui y sont passés, sont des gens hyper sérieux pour faire la politique monétaire, c'est quand même des gens qui sont, je dirais, sur la répression financière des marchés. Ils veulent que les marchés montent, de toute façon. Donc, je pense que... on va voir aussi ce qui va se passer dans les prochains jours, une fois qu'on a dépassé ces 2 petits jours autour de la Fed. Mais je pense qu'ils sont dans un système où ils se disent, on va continuer. Le problème, et pourquoi on va avoir des problèmes l'année prochaine, c'est que... c'est quoi continuer ? C'est de faire toujours plus de dettes et toujours plus la monétiser. Je veux dire, c'est le système dans lequel on est depuis la crise financière. Et ça s'est nettement accéléré en termes de rythme. Peut-être qu'on peut aller à 130, 140, 150% du PIB. Le Japon est déjà beaucoup plus haut, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème que le Japon n'a pas eu, qui est que quand tout le monde fait le stimulus en même temps au niveau mondial, ça génère justement des tensions sur l'inflation. Il y a des coûts, comme ça a été rappelé, sur le coût de la transition énergétique. Il y a aussi ce qu'on appelle le big quit aux États-Unis, mais une partie de la population active qui a l'air de se réduire de manière structurelle parce que des gens sont partis à la retraite, etc. On a des facteurs qui sont quand même structurellement un peu plus inflationnistes quand même. Donc, si vous voulez, il y a le cyclique qui semble peut-être, à mon avis, peut-être piquer un tout petit peu. Ouais, après, je comprends. Si on repart dans un régime durablement d'inflation plus haut, ça va quand même... Et vous dites que le passage de relais peut se faire assez vite, d'une certaine manière, entre les effets structurels, salaire, transition énergétique, etc., et la fin de l'inflation cyclique telle qu'on est en train de la vivre aujourd'hui ? Moi, il me semble que c'est les marchés qui vont donner le tempo de ça. Pour la Fed, et qui vont dire à un moment, c'est plus possible. Et qu'est-ce qui peut vraiment faire casser les marchés ? Moi, je vois 2 grands catalyseurs. Le prix du pétrole. Je pense qu'à 110, 120 $, on va arriver, par exemple, en point de PIB aux États-Unis ou en Europe à une charge, un poids du coût énergétique à supérieur à 3% du PIB. Généralement, c'est très, très mauvais pour l'économie, ça. Donc, je pense qu'à 110, si on va vers 110, 120 $, et moi, je pense qu'on peut y aller d'ici le printemps, ça peut être un premier facteur qui peut fragiliser énormément des marchés. Et puis, le deuxième facteur, c'est les taux longs. Voilà. Si on s'aperçoit finalement, au-delà de ce que j'ai dit tactiquement là, à court terme, en se disant on sera peut-être un peu rassuré sur l'inflation pendant 1 ou 2 mois, mais là c'est le trader à la petite semaine qui parle, je dirais. Mais dans 4-5 mois, si on s'aperçoit que finalement l'inflation peut-être structurellement est un problème plus important, on va se dire peut-être que la Fed elle est très en retard. Et dans ce cas-là, si on a une quantification très forte très rapide de la courbe des taux, on peut avoir des taux longs qui montent à 2,5-3%. Et pourquoi c'est un problème ? Parce que
l'économie mondiale n'a jamais été aussi endettée. On a pris 100 points de PIB de dette publique, totale, publique et privée, depuis le Covid. On a augmenté le niveau de dette à un niveau énorme. Je crois qu'on est à 400 points de dette totale sur PIB au niveau mondial. Donc 100 points de base de hausse des taux, ça fait assez mal. Hein. Ça peut vous enlever 4% de croissance. C'est assez dur. Donc je pense que c'est aussi un facteur qui montrera à un moment, on se dira, bon, attends, j'achète quoi là en termes de dividendes sur le S&P, j'ai des taux à 2,5, 3. Voilà, donc pour moi, c'est les deux catalyseurs et c'est qui peuvent être très négatifs sur les marchés. Moi, je pense qu'il y a une probabilité non nulle et peut-être un peu plus grande que ce que beaucoup pensent que ça arrive d'ici le printemps prochain. Voilà. Maintenant, comme ces éléments ne sont pas encore en place, c'est pour ça que je pense que ça reste très constructif. C'est bien les conditions financières, etc. pour l'économie, donc pour les marchés. Bon, après, Jérôme Powell, pour l'instant, il est quand même confortable parce qu'il a 2 hausses de taux pricées dans le marché pour 2022. Enfin, je veux dire, s'il en a besoin un jour, elles sont déjà intégrées par le marché, par les investisseurs. Oui. Ouais. Mais enfin bon, les marchés montrent aussi que des fois, ils peuvent être très rationnels ou irrationnels dans un sens. On l'a vu pour la Banque d'Angleterre. Bon, moi, j'ai pas cru une seconde que la Banque d'Angleterre allait monter ses taux. J'ai eu de la chance, mais bon, ce que je veux dire, c'est que parce que je pensais pas qu'ils allaient avoir plus de chauffeurs de camions en montant les taux. Je veux dire, c'est pas vraiment avec ça qu'ils allaient résoudre leurs problèmes. Mais on l'a vu aussi que le marché pouvait pricer très très agressivement des hausses de taux. Donc c'est ça aussi le problème, c'est que il dit qu'il est patient, mais au moins, alors, je ne sais pas si c'est l'humilité, mais en tout cas, bon, il reconnaît que ça va être très data dependent, qu'on n'y comprend pas grand-chose, que tout ça peut aller très vite. Donc oui, les marchés eux-mêmes peuvent aller très vite et repricer des choses beaucoup plus agressives. Voilà. Sophie, qu'est-ce qui, si on se projette un petit peu et si on se demande comment le bull market pourrait être stoppé, est-ce qu'il y a déjà des éléments que vous pouvez partager sur ce qui a été dit. Et puis, je sais pas, je voulais peut-être qu'on puisse dire un mot de politique américaine, si le sujet vous intéresse après les élections locales. Si vous avez la date, au mois de mars, je oui. Ah oui, non, mais mars, vous savez, on est toujours un peu... On reviendra, on a quelques mois pour affiner. Il la donne pas. Non, mais on a quelques mois pour affiner. Mais non, il y a un élément, donc vous parliez de hausse des taux, et je pense que moi, l'élément qui nous interroge le plus, entre guillemets, c'est effectivement la réaction de la courbe. Enfin, on était quand même sur l'idée d'une normalisation des taux longs. Alors, et fondamentalement, c'est vrai que c'est vraiment impressionnant de voir aujourd'hui donc la déconnexion qu'il y a entre les marchés obligataires et le marché des actions. Le marché des actions est resté sur son scénario boom économique, etc. Et c'est comme si les banques centrales avaient cassé la courbe. Enfin, c'est assez impressionnant. Alors on le comprend bien au Japon parce que quand on ancre le 10 ans à zéro, bon, il ne peut pas se passer grand-chose sur la courbe, mais on a l'impression d'observer quelque chose d'un petit peu comparable. Que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et c'est vrai que c'est très déstabilisant, puisqu'en fait, il n'y a plus de message dans la courbe des taux. Aujourd'hui, pour nous, investisseurs, en tout cas à dominante action, il n'y a pas vraiment de message dans la courbe des taux, c'est très déstabilisant. Et je ne sais pas effectivement si dans les mois, semaines à venir, ce message va revenir. Alors peut-être qu'effectivement, sur une impulsion de hausse du prix du pétrole, c'est quelque chose qui est possible. À un moment, on réussit à repantifier. Mais je ne sais pas, si c'est des éléments négatifs croissance, les taux longs, ils vont discounter une croissance plus faible. Exactement. Et ça, c'était... Voilà. Alors aujourd'hui, une BO qui ne monte pas les taux aurait dû pontifier. Contre-intuitivement, quasiment, mais enfin une BO qui monte pas. Et à ma connaissance, ça ne s'est pas pontifié aujourd'hui. En tout cas, moi, je suis partie au bureau, ça ne se pontifiait pas. Donc il y a aujourd'hui, la réaction de la courbe est très, très déstabilisante du point de vue de l'investissement. C'est vrai que c'est difficile de concevoir une allocation qui maintenant combine taux de façon assez classique. Hein. C'est le 60-40 qui a fait les heures les heures de gloire. Là, c'est vrai que ça devient un petit peu plus compliqué. Donc ça, c'est effectivement... Pour répondre un peu, je pense que tu as raison, et je pense qu'il y a aussi un peu de flux de techniques qui se retrouvent dans le move. Oui, sur le surpositionnement, sur la position short. Il y avait trop de consensus sur certaines positions, et là, le marché est en train de les digérer. Et donc, du coup, on a des moves, sans parler... des mouvements qui sont parfois contre-intuitifs, paradoxaux. Je pense que c'est très compliqué d'interpréter le marché le jour en ce moment. Mais de toute façon, je pense qu'il y a une hypothèse. J'aime bien Borio, qui est le chief économiste, disons, de la Banque de règlements internationaux, et qui avait émis une fois une hypothèse. Je pense qu'on lui a dit qu'il ne fallait plus qu'il lance cette hypothèse, qui est la suivante, c'est que est-ce que la politique monétaire a une influence sur les taux longs?
priori, théoriquement, c'est pas le cas. C'est-à-dire que le marché doit vivre tout seul et que ce qu'on règle, c'est les taux courts. Et l'hypothèse qu'ils aient, peut-être qu'on se trompe. C'est-à-dire que surtout quand on est au niveau de QE et de forward guidance, comme on dit aujourd'hui, et à un moment donné, il y a une influence. Et donc, ça reflète cette idée, tout à coup, quand ça surgit, du taux terminal, etc. C'est fiction. Et je crois qu'on est prisonnier de ça. Donc, le move reflète ça. C'est-à-dire que sur la partie longue, le 30 ans, à un moment donné, ne bougeait pas. Et tout à coup, il est parti vers le haut, notamment les estimations d'inflation. Maintenant, c'est revenu. Donc, il y a un côté malsain. Les fameux bonds vigilantes qu'il y avait dans l'époque, où dès qu'il y avait un peu d'inflation, ils étaient les copains, finalement, des banquiers centraux. On leur disait, attention, là, c'est fini. Ça n'existe plus. Il n'y a plus personne qui... Et donc, si la séquence est celle de Pierre-Olivier, et vu qu'il a bien vu octobre, peut-être qu'il sera bien... Oui, on verra. Et sera l'inflation qui déclenche peut-être quelque chose sur de révolte sur le marché obligataire. On l'a jamais vu, on l'a peu vu, on l'a vu quelques fois sur cette séquence, et c'est ça qui pourrait nous effrayer et qui répondra à la question, est-ce qu'on a changé de régime ? Est-ce qu'il y a un changement de régime ? Pour l'instant, ceux qui sont très prudents sur le marché obligataire, effectivement, se font prendre à revers à chaque fois. Ceux qui sont short taux, sur des taux, sur la partie longue, ils se font avoir. La plupart des gens, c'est-à-dire que trader des taux comme ça, c'est très difficile. C'est très difficile. Donc c'est pour ça que tout le monde va ailleurs. Mais à mon avis, ce qui est intéressant dans ce qui est dit ce soir, c'est il faut aussi regarder la courbe des break-even d'inflation. C'est-à-dire ce que prévoit le marché. Et c'est là que c'est très intéressant, parce qu'on s'aperçoit que le marché anticipe qu'il y a beaucoup d'inflation qui arrive de manière cyclique. Oui. Donc c'est devenu très très consensuel, l'inflation à court terme. Mais par contre, on va revenir dans un régime d'inflation assez basse. Oui. Et je pense que dans nos discussions, c'est peut-être ça qu'on met un peu en doute. C'est-à-dire se dire, moi à court terme, quand je me dis, il y a peut-être beaucoup d'inflation pricée à court terme, si ça se détend un peu sur la logistique, quelque part, on se dira, finalement, c'est peut-être pas un problème si important. Et par contre, il n'y a peut-être pas assez d'inflation structurelle pricée dans un environnement où peut-être qu'il y a des coûts ou un changement de régime qui est plus possible que par le passé, pour la première fois. Cette probabilité-là est moins prise en compte. Exactement. Mais par contre, elle peut faire bouger justement à un moment la partie longue des taux, parce qu'on peut réviser les anticipations en disant non, mais on est peut-être en train de changer de régime. Alors c'est sûr que pour ceux qui ont 20 ans de marché, ça fait 20 ans que l'inflation baisse, les taux baissent, etc. Donc ils se disent ça finira jamais. Mais oui, c'est des biais psychologiques qui sont lourds quand même. On est quand même à des taux, à des niveaux où là, comme le disait Sébastien, on peut aller à zéro en négatif, mais enfin c'est quand même... On attend Godot. Même la hausse des salaires, on a eu une hausse de salaire importante au troisième trimestre aux US. Elle n'a rien fait sur le marché. Je ne sais même pas si quelqu'un l'a commenté. C'est-à-dire qu'aucun effet. Alors que tout le monde disait, c'est bon, il y a les salaires, on les voit, ok, le rapport, on va le voir demain, que ça accélère toujours. Mais c'est des biais structurels parce que quand même, c'est une statistique qui n'est pas celle des salaires hebdomadaires. Et tout à coup, sort une statistique sur le coût du travail et le truc rebondit de façon incroyable parce que ça ne bougeait pas. Sophie, on n'aura pas le temps de parler de politique américaine ? Non, mais moi, je trouve que la question effectivement des élections et de la fragilisation de la position de Biden, ça n'a fragilisation, c'est la fenêtre se referme. Mais c'est pas grave, parce que parce qu'en fait, d'un point de vue purement économique, la croissance a suffisamment repris, on n'a pas besoin de budget additionnel. Ça apaise même le risque inflationniste. Voilà, et finalement, on est super content que les impôts montent pas. Donc, je dirais que d'un point de vue peut-être cynique, un peu cynique, c'est pas un enjeu boursier en tout cas. Non, mais c'est un statu quo qui permet de maintenir un équilibre qui convient à tout le monde aujourd'hui. Si on était inquiet à la Laurence Summers qu'il en fasse trop, ça n'arrivera pas. Les marchés, ils sont contents. Les démocrates très mécontents. Et ce qu'on prépare, si jamais ça se passe mal, c'est pas génial parce que les républicains vont revenir. Le retour de Trump en 2024 ? Peut-être. On aura le temps d'en parler d'ici là. Merci à vous trois, Sébastien Paris-Sorvitz, la Banque Postale Asset Management, Sophie Chevelier d'Orval AM et Pierre-Olivier Béfi, Boussard et Gavaudan qui étaient les invités de Planète Marché ce soir.